Premier book. Yes, monnaie, servitude et liberté. Yeah, yeah. Today we will read and finish the chapter 2 titled Les techniques autorépressives. Voilà, tu vois, Colo, il me manquait la voix de notre professeur, non? Tu vois, j'avais raison. Il ne savait même pas qu'il devait être là. Je suis contente. Je vais même muter, je vais t'entendre. Thank you. Thank you, I mom. really Thank you, love to hear mom. your voice. You're doing a great job. Bless you. Thank you. Thank you. Ok, chapitre 2. Les techniques autorépressives. Before that, we clarified what the currency is and the use of currency in a country and the use of currency to repress or suppress our economy in Africa. And now we will see how those techniques works and how they were used through the time and how they are being used today as well. Ok, chapitre 2, les techniques autorépressives. Si le peuple est libre, il est infaillible. From Albert Camus, L'homme révolté. That is the start of the chapter with a small quote or citation. Sorry. Bien vite, la monnaie a permis l'éclosion et le rayonnement du capitalisme et de la civilisation occidentale. D'abord dans une remarquable stabilité, suivie entre les deux guerres d'une incertitude qu'une plus grande liberté de création monétaire a dissipée ensuite pendant plus d'un quart de siècle. L'Afrique s'est vue reconnaître le principe du droit à un mieux-être et donc d'utiliser la monnaie à cette fin. Elle ne semble pas en avoir beaucoup profité, soit parce qu'elle n'était pas préparée à la maîtrise des questions monétaires au moment même où elle s'était considérablement complexifiée, soit simplement parce qu'elle n'a pas compris ou n'a pas voulu en comprendre l'intérêt. Elle l'a donc de l'intérieur réprimé. Le prix en est aujourd'hui la multiplication de difficultés qui appellent des injonctions quotidiennes dans ses affaires intérieures, circonstance que précisément l'indépendance voulait mettre au compte de l'histoire. L'autorépression s'est faite à l'aide d'instruments, de techniques que nous allons examiner après avoir rappelé ce que la monnaie aurait pu faire si elle était libre. Prochain titre, Quand la monnaie est libre. So this is the subtitle from the big chapter. Quand la monnaie est libre. Car après tout, l'observation de la coïncidence entre les événements monétaires, économiques et sociaux que l'histoire nous a révélés jusqu'ici n'est peut-être pas convaincante. L'Europe du XVIIIe siècle n'était-elle pas déjà autre chose que l'Afrique d'aujourd'hui? N'a-t-on pas réussi à découper les étapes de l'évolution économique sans aucune référence à la monnaie? N'a-t-on pas fait le bilan d'une croissance économique accélérée sans mentionner la monnaie? La Côte d'Ivoire n'est-elle pas dans la même ère monétaire que ses voisins? Et pourtant, quelle différence! L'histoire ne suffit donc pas. D'ailleurs, elle ne se répète pas. Il convient d'expliquer logiquement le processus d'action ou d'interaction de la monnaie et de la vie économique. Nous allons essayer de le faire pour éclairer les deux principaux enseignements tirés du chapitre précédent, à savoir que, d'une part, la monnaie précède la production et, d'autre part, la valeur. La solidité d'une monnaie s'apprécie indépendamment des réserves extérieures, même si ces dernières en sont une manifestation.
Pour cela, il nous faut insérer le système bancaire dans l'activité économique générale. On obtient le schéma 2.1. I will open my camera and show you the flow, the diagram, so that you will understand what the author means. La monnaie précède la production qui la remplit et non l'inverse. That is another title. La monnaie précède la production qui la remplit et non l'inverse. Cette activité où plutôt les acteurs de la vie économique générale peuvent être regroupés en 3 catégories. D'abord, il y a les producteurs, ceux qui à l'aide des équipements, de la main-d'œuvre et des ressources naturelles fabriquent des biens qu'ils mettent à la disposition des acheteurs. Les économistes les appellent entreprises ou investisseurs parce que pour produire ou s'équiper, ils ont besoin d'investir. En second lieu, il y a les consommateurs, ceux qui achètent les biens pour satisfaire leurs besoins. On les appelle ménages ou épargnants parce qu'ils ne consomment pas tous leurs revenus. Ils en conservent une part pour des raisons diverses. Au centre, il y a le système ou les institutions financières qui comprennent 2 points. Au-dessous, les intermédiaires financiers qui reçoivent, collectent l'épargne des ménages et l'apportent aux entreprises qui l'investissent. Au milieu, les banques commerciales telles que nous les avons définies jusqu'ici. Enfin, au-dessus, la banque centrale flanquée du trésor public qui représente l'État dans sa fonction monétaire. Before continuing, I will show you the diagram so that you understand what I was saying. Let me open my camera. I hope you can see it. Is it okay? Okay, that is the diagram of currency workflow or economic workflow in a society. It was illustrated by the book author, and it allows us to understand how the money works. So if you can get a capture of it so that I can continue to read. Okay. You can take a screenshot, you can capture it, and maybe it will help you understand the rest of the chapter. You did not open the video, eh? Ah, okay. Okay, let me open it. I hope it will work. It's okay? Yeah. Okay, that is the flow, the workflow of the money or the currency in a social structure. So you can see what the author means in his book. You can take it for those who want to understand. Okay. Okay, I will close the camera for now, and from time to time I will show it again to illustrate
what the book says. Le groupement ainsi opéré des acteurs en producteurs, consommateurs et institutions financières est à la fois exhaustif et exclusif. Exhaustif en ce sens que toute personne active ou toute organisation se trouve nécessairement dans une catégorie. Exclusif en ce qu'on ne peut appartenir qu'à une catégorie. Exclusif en ce qu'on ne peut appartenir qu'à une catégorie. Une famille, par exemple, qui vivrait des produits de son travail serait scindée en deux dans les fonctions de producteur quand elle travaille et de consommateur quand elle dépense son revenu pour la consommation. De même, l'État, s'il avait la propriété d'une société d'État, serait considéré comme producteur. Il serait consommateur lors des achats de voitures pour les fonctionnaires et les ministres ou de vivres pour les prisonniers. L'ensemble forme un circuit dans lequel circulent les revenus monétaires, les biens et les services exprimés en unités de compte. Ces revenus, dans le meilleur des cas, seraient bloqués à un niveau stationnaire si le système bancaire arrêtait la production de monnaie. Voici pourquoi. Partant du pôle de droite, I will show it again. Sorry for that. That is the diagram, the workflow. You can see left, the right. On the right, on our left, we have the households, ménage. On our right, we have enterprises, les entreprises. And what you see in the middle is the money flow, how it works, how it can be taken or given, and what we deal with every day. You have credit, you have all you know, salary, credit, and other things. So I show it before I continue the reading. Partons du pôle de droite. Les entreprises, et supposons qu'elles aient produit une certaine quantité de biens. Pour le faire, elles ont dû distribuer des revenus sous forme de salaire, d'impôts, entre parenthèses, que l'État à son tour redistribue sous diverses formes aux ménages, d'intérêts à ceux qui leur ont prêté des capitaux ou de dividendes à leurs propriétaires. Ces revenus se retrouvent donc entièrement aux mains des ménages, quels que soient les trajets qu'ils empruntent. Les ménages utilisent ces revenus à deux fins. Ou ils consomment en achetant les biens produits, ou ils épargnent. Ici, 3 possibilités. And again, you see, we have enterprise, nous avons les entreprises, and enterprises pays salaries, and those salaries go to the household. And other than that, the state can distribute it again to have some impact in the economy so that it didn't flow directly from enterprise to household, because even in the household we have to pay taxes, we have to
pay our credit. You have to pay some subscriptions and so on. And that is the part of the state. That is why you are seeing the arrows going from enterprise year to the households. That is what the book was saying in the first paragraph of explanation. L'épargne peut être gardée par les ménages eux-mêmes. La part de revenus qui lui correspond est retirée de la circulation. On dit qu'elle est thésaurisée. Cela s'observe de moins en moins à mesure que le système bancaire se développe. Parce que la thésaurisation ne rapporte pas, tandis que l'épargne, si elle est prêtée, rapporte des intérêts. Évidemment, si, comme c'est le cas dans les campagnes où il n'y a pas de services bancaires ni d'autres institutions disposées à payer un intérêt à l'épargnant, ou dans les villes quand la rémunération offerte est si faible qu'il y a intérêt à conserver l'épargne par devers soi. La thésaurisation est le meilleur placement possible. Le consommateur n'a pas le choix. Maybe a short break explaining la thésaurisation. In English, it's called hoarding. You receive your salary and you keep it, or you buy some products to keep it at home, creating a scarcity. That is why sometimes in Cameroon, you have the impression there are not enough coins, 500 francs or 100 francs, because some people are kept it at home to create scarcities, and after that you listen or you heard sometimes people say, I will give you 100 francs for 550, because they are selling money because they created scarcities by keeping it out of the flow of the economic cycle. In French, it's called la thésaurisation, and in English, you can look for it, hoarding. The term is hoarding. L'épargne peut aussi être prêtée directement aux entreprises ou servir à en acheter les actions. On dit qu'il y a un financement direct. En fait, il y a dans presque tous les pays, sauf bien sûr dans la majorité des pays africains, des mécanismes destinés à faciliter un tel financement. L'ensemble de ces mécanismes s'appelle marché financier. I will show you something again so that we understand what the author meant. Okay. You can see it from here, from your, that is on my left, the households. And after that, we have taxes and credits going to bank, to the central bank or to the public funds or the public reserve. And also we have the savings. The savings are given to bank to produce some interest. And if you see when the money is kept, you see it number 4. That's what I explained earlier, thésaurisation, the hoarding. The hoarding, that means the money is kept in household, and
the author says it is kept because sometimes in the urban areas, the salaries are so low that some people cannot afford goods. That is why they say they think they are saving money, but they are keeping money from the secret, and that is why we sometimes have scarcity. So that is the simple explanation I can come with, explaining what we have, and we deal with it every day in our lives. I think it's clear. Okay. Okay, lovely, I can do it. I will explain in French. Nous avons de ce côté, du côté gauche, les ménages, et du côté droit, nous avons les entreprises. Travaillant dans les entreprises, ils ont un devoir de reverser les salaires. C'est ce qu'on appelle sous forme de revenus dans les ménages. Ce sont les flèches qui vont ici vers du haut. On les appelle des revenus et que les ménages peuvent garder. Mais qu'est-ce qui se fait? Parfois, il arrive que les entreprises ayant produit ont des commandes de l'État, reçoivent des commandes de l'État et qui sont reversées par le trésor public, ce qu'on appelle la réserve fédérale ou bien la réserve, et qui est couplée majoritairement parfois avec la banque centrale. S'il y a des économistes qui sont en train d'écouter, si je me trompe, qu'ils me corrigent s'il vous plaît. Et les entreprises peuvent aussi faire des emprunts à la banque centrale via le trésor public. Maintenant, pour que le circuit continue, il faudrait que les ménages fassent des épargnes. Mais il existe deux sortes d'épargne. La première épargne, comme nous l'a expliqué l'auteur, c'est ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation qui permet juste de garder de l'argent, soit parce que il y a un achat à faire plus tard, ou alors parce que le revenu ne permet pas de faire des dépenses normales, ça veut dire de faire circuler l'argent. Donc on préfère garder pour se préparer à une éventuelle pénurie ou un problème. Mais de ce fait, on crée plutôt une pénurie car on enlève l'argent du circuit bancaire normal. La deuxième épargne, ce sont les épargnes ou les dépôts à terme. Ça signifie, lorsque nous recevons nos salaires ou notre paye, nous faisons des pensions que nous déposons à la banque qui produiront des intérêts. Et qu'est-ce que les banques font avec ces dépôts? Ils investissent dans les entreprises. Ça veut dire que les entreprises prennent cela comme des crédits qui les permettront de fonctionner. Donc, c'est ce cycle-là que nous avons ici expliqué. Comme nous le voyons ici en deux, nous avons injection ou retrait de monnaie centrale dans l'économie. Et en 3, dépôt du trésor auprès des banques. Donc, c'est ce circuit qui permet à la monnaie, on peut dire l'argent en termes simplifiés, de circuler et de permettre à l'économie sociale. Ici, nous parlons de l'économie sociale, c'est-à-dire entre les entreprises d'une part et les ménages d'autre part, et qui au milieu est régulé par les banques et chapeauté par la banque centrale. Any more questions or can I continue? Ok. Enfin, l'épargne peut être déposée auprès d'un intermédiaire financier non bancaire, c'est-à-dire qui ne fabrique pas de monnaie, entre parenthèses, société d'assurance, caisse d'épargne. En fait,
en Afrique surtout, l'essentiel est confié aux banques commerciales qui se trouvent ainsi exercer deux fonctions. Deux points, celle qui leur est propre de créer la monnaie et celle de gérer l'épargne. Et c'est ici que du langage des banquiers naissent des confusions. L'épargne qui leur est confiée est un revenu non consommé. Ce n'est pas de la monnaie. Elle apparaît dans leur bilan dans la rubrique dépôt à terme. Pour cela, la banque mélange les deux sous l'appellation ressources. En réalité, le schéma le montre. L'épargne sort du portefeuille des ménages et entre dans celui des banques. Elle ressort de l'autre côté pour entrer dans le portefeuille des entreprises. Les banques sont de simples intermédiaires. Or, nous avons insisté sur les schémas 1.1 et 1.2 pour montrer que les dépôts à vue sortent du système bancaire à concurrence du crédit consenti par lui. Autrement dit, sans qu'il y ait eu préalablement aucune entrée. Le double sens donné aux flèches, entre guillemets, dépôt à vue sur le schéma, traduit ce que nous avons noté précédemment sur les schémas 1.1 et 1.2. À l'entrée, la monnaie fiduciaire qui reste immobilisée dans les banques, à la sortie des dépôts à vue. La monnaie avec pour contrepartie les crédits et eux seuls. On comprend maintenant pourquoi la littérature sur la monnaie, quand il s'agit de la calculer, est si confuse. En additionnant, comme nous l'avons fait sur le tableau 1.1, les dépôts à vue et les dépôts à terme, on ajoute deux choses de nature tout à fait différente. 2 points, la monnaie et les revenus. Again, that is what the author is talking about. We have double arrows here. The savings are only one way, going one way, but the dépôt à vue, you can call it placement. The placements are going both way, and they are used by the enterprises to keep their machines, to keep their production lines working, and after that pay salaries to the households. And that is the explanation I can come with. Okay, we continue. Quel que soit le trajet qu'elle emprunte, l'épargne est une amputation sur la consommation. Si elle est grande, les entreprises ne pourront pas vendre leur production. À un cycle suivant, elles seront tentées de la réduire. Et si le comportement d'épargne se développe, les entreprises ne trouvant pas d'acheteurs de leurs produits diminueront au fur et à mesure leur production. Elles mettront les salariés en chômage, immobiliseront les machines, etc. Le maximum qu'elles puissent produire, c'est donc la quantité atteinte au moment où le système bancaire a arrêté la création de monnaie. L'économie, au mieux, restera à ce niveau. Ouvrons à présent les vannes monétaires. Voyant que la production tend à stagner, le système bancaire crée de la monnaie qu'il distribue de deux façons. Une part va aux ménages sous forme de crédit à la consommation. L'autre aux entreprises sous forme de crédit à la production. Le crédit à la consommation va permettre d'acheter la production des entreprises, compensant ainsi la diminution occasionnée par l'épargne de tout à l'heure. Le crédit à la production va permettre aux entreprises d'embaucher davantage de travailleurs et de faire tourner plus vite les machines. La distribution de revenus qui en résulte va encore accroître les possibilités
de consommation des ménages. À l'effet du crédit à la consommation sera simplifié. Et l'effet du crédit, pardon. Et l'effet du crédit à la consommation sera amplifié. Alors de deux choses l'une, 2 points. Ou bien les entreprises ainsi sollicitées par une consommation plus grande et attirées par les perspectives de profit produisent effectivement en réponse à la demande, et dans ce cas la monnaie jusque-là vide se remplit. Les entreprises vendent plus et remboursent le système bancaire. La monnaie est détruite et si le crédit ne se renouvelle pas, si la production de monnaie s'arrête, l'économie s'arrête aussi, à un niveau plus élevé sans doute, mais elle redevient stationnaire au mieux. Ou bien, deuxième alternative, les entreprises n'arrivent pas à produire en quantité suffisante et les demandes de consommation ne sont pas satisfaites. Les prix s'élèvent. C'est le signe que l'économie s'essouffle. Il convient de ralentir la création de monnaie et donc accepter que l'économie se repose. Mais si, au lieu d'accepter cette pause, le système bancaire continue à fabriquer la monnaie en répondant passivement à la demande de crédit du public qui n'a aucune raison de se priver, la monnaie reste en circulation. Elle ne se détruit pas. Les entreprises vendent simplement plus cher le peu qu'elles peuvent produire. C'est l'inflation. Grand P augmente. 1 sur grand P diminue. Grand M sur grand P aussi probablement. Those terms were already discussed in chapter 1. P, M and 1 over P and so on. Mais nous le verrons, la hausse des prix n'est pas la preuve qu'il y a inflation. Elle peut être seulement transitoire, temporaire et s'expliquer par un retard dans la réponse des entreprises. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, pourvu que la production soit en cours. Quand elle sera offerte aux consommateurs, les prix baisseront et la monnaie se remplira de biens. La conclusion, c'est que tant que les entreprises, entre parenthèses, l'appareil de production, sont en mesure de produire, la création monétaire précède et conditionne la production. Le système bancaire crée la monnaie contre le crédit. C'est un bien vide. Il la détruit au fur et à mesure du remboursement de ce même crédit en bien rempli. 2 remarques. Premièrement, nous avons jusque-là parlé du système bancaire tout entier. Banque commerciale et banque centrale réunies. Par ailleurs, le schéma montre qu'il y a le trésor dans ce système. Nous expliciterons les rôles respectifs des 3 organismes au chapitre suivant. So, chapter 3. Pour l'instant, retenons que la monnaie sort du système sous forme vide. Elle revient sous forme remplie, sous forme de revenus. Le système prête, disons, 100 francs, lesquels serviront à payer les salariés, les matières premières et tout ce qui est nécessaire à la production. Il reçoit 105 francs, soit 5 francs de plus. Ce sont les intérêts. À son bilan, il avait jusque-là 100 au passif, 105 à l'actif. Le remboursement lui permet d'effacer 100 des deux côtés. Il reste 5 francs à l'actif. Avec ces 5 francs, il paie ses agents, ses actionnaires, son matériel, ses loyers, etc. Donc, la rémunération du système bancaire doit couvrir ses frais de fonctionnement et un profit raisonnable pour ses actionnaires. Rien de plus. Cette remarque est essentielle parce qu'elle doit donner une limite au profit du système bancaire. Limite qu'il convient de surveiller. Car sa position stratégique, entre parenthèses, elle est au centre du système, pourrait lui donner l'occasion de faire d'autant plus d'abus
que son coût de production est pratiquement négligeable. 2 points. Imprimer des billets ou passer les écritures dans les banques commerciales ne demande pas des efforts particuliers. Par contre, il coûte cher à la société de ne pas avoir assez de monnaie ou d'en avoir trop. La gestion monétaire est donc délicate, mais il ne serait pas légitime que le système bancaire confisque le gain associé à l'alimentation appropriée du système social en monnaie. En particulier, la notion de bénéfice est dangereuse s'agissant de la banque centrale. C'est un service public, sans doute spécial, mais service public quand même. Mais la banque centrale est autorisée à faire des bénéfices. Elle est gérée comme une société anonyme. Ses statuts sont inspirés par un esprit de profitabilité. Ses responsables sont d'anciens agents des banques commerciales privées, comme si on pouvait promouvoir un secrétaire d'avocat au poste de président de la Cour suprême. Le conseil, ouvrons les guillemets, le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus. Speaking from the central bank here. Il définit la politique générale de la banque. Il approuve notamment les comptes, décide de la répartition des bénéfices et l'augmentation ou de la réduction du capital social. Fermons les guillemets. Those are the tasks from the central bank in African countries, notably in Cameroon too. Non, il s'agit de deux types distincts et de carrière et de travail. On ne peut rencontrer ce genre de mélange qu'en Afrique. De tous les temps, le bénéfice tiré de l'activité de battre la monnaie s'est appelé droit de seigneuriage, attaché au roi, à l'État, au pouvoir politique. Nous y reviendrons. Deuxième remarque. Le circuit économique tel que nous l'avons présenté correspond-il à un cadre d'économie sous-développé? N'y a-t-il pas là une transposition d'un schéma valable pour les pays développés? En particulier, n'est-il pas abusif de considérer qu'il y a dans les pays africains des entreprises prêtes à produire, puisque ces entreprises n'existent pas ou n'existent qu'en très petit nombre? Ce genre d'interrogation classique à la lèvre des experts en développement ne traduit qu'un état intellectuel, à vrai dire, bien pauvre. Voici un cultivateur ayant 10 hectares de terre qu'il ne peut mettre en valeur, faute de capitaux. Le schéma 2.2.1 the diagram, the workflow I showed you earlier, le schéma 2.1 dit que tant qu'il n'aura pas accès au crédit, le maïs par exemple ne sortira pas de terre. Mais aussi qu'avec une création monétaire à partir de rien, contrebalancée par le crédit, le même cultivateur pourra embaucher une main-d'œuvre, louer un tracteur, etc. et produire du maïs. Peut-être pourra-t-il y avoir une hausse de prix entre la distribution de la monnaie créée et la vente de maïs, mais elle sera temporaire. Le cycle du maïs est de 3 mois. On refuse le crédit à l'agriculteur, mais on l'accorde aux fonctionnaires pour importer la voiture et rembourser. Non pas en 3 mois comme l'aurait fait le cultivateur, mais en 36. En réalité, on appelle la production d'automobiles outre-mer en réprimant avec violence la production locale de maïs. I will make a small stop here so that you can comment, Colonel or others. What do you think about it? Yeah, my friend, that is capitalism. Yes, that is why our agriculture in Africa don't
don't have much resources because they don't give credit to our agricole to our producer, but they give it to a civil servant to import a car so that he can reimburse the credit or in 36 months. But we have the corn cycle here 3 months. That is illogical. Yeah. Okay, I continue. La monnaie bien vue à Dakar et à Accra se remplit dans les usines de Lyon et de Manchester. Là est l'explication de la famine dans l'Afrique qui s'industrialise. Là est l'explication de la persistance des effets de la sécheresse. Que l'absence de pluie gêne la production agricole est normal. Qu'elle l'arrête complètement ne l'est pas. Il n'est plus raisonnable de laisser l'économie battre au rythme des saisons comme dans l'Antiquité ou au Moyen Âge, quand on ne disposait pas de techniques de mobilisation des forces productives. Mobiliser les forces productives, c'est en économie socialiste faire appel à l'esprit révolutionnaire des populations. C'est les motiver par les perspectives de gain en économie de marché. Le crédit, qui n'est qu'un autre nom de la monnaie, est alors décisif. Les îles du Cap-Vert opposent aux pressions de la sécheresse les coopératives qui montent les barrages à la main. Le Mali libéral refuse le crédit à la production agricole. Les premières se nourrissent, le second attend l'aide extérieure. Pour justifier l'exclusion de l'agriculteur africain du crédit, on invoque 1000 arguments techniques, dit-on, que nos banquiers répètent comme les versets du Coran. Le paysan africain n'offre pas de garantie. Il ne peut se constituer un apport personnel. Il ne peut produire de bilan, etc. Mais lui demander un bilan, c'est lui dire clairement qu'il restera tel qu'il est. Quelle garantie en attend-on? La meilleure garantie qu'il puisse offrir, c'est la preuve que la culture qu'il se propose de faire sera vendue et servira au remboursement du crédit. En d'autres termes, c'est non pas le bilan, mais la possibilité du gain futur qui doit justifier le crédit. Le bilan, comme tout document historique, peut informer le banquier sur la situation passée et présente d'une affaire. I repeat. Le bilan, comme tout document historique, peut informer le banquier sur la situation passée et présente d'une affaire. Il ne peut être l'élément déterminant de la décision qui, elle, doit se faire en considérant le futur. C'est une loi de la science économique établie depuis 150 ans que la valeur d'un bien ou d'une affaire dérive non de son histoire passée qu'atteste le bilan, mais du flux des services qu'on en attend dans le futur. Or, qui ne reconnaît que l'opération de notre cultivateur est rentable? Évidemment, l'économiste du développement, conseiller des banques centrales africaines, n'a pas fait l'effort d'assimiler la théorie de la valeur, présente dans tous les manuels d'initiation à la science économique. 2 points, c'est bon pour les pays de l'OCDE. La réalité est différente en Afrique, c'est le bilan. Évidemment aussi, la banque ne peut conseiller le cultivateur valablement. Les techniques de prévision, de vérité économique donc, ce sont des exercices d'école pour les étudiants et les professeurs d'université. On n'en a pas besoin. Ce qu'il faut, ce sont des praticiens, des juristes, sachant rédiger et interpréter des tests bancaires et les accords de coopération.
des comptables pour bien passer les écritures, tous bien imprégnés de la difficulté à faire du crédit à l'agriculteur. Cet ignorant qui ne sait pas faire un bilan et dont le produit entre pour 90% dans la production nationale et constitue la source presque unique des réserves extérieures. Les réserves extérieures sont, comme l'épargne intérieure, un revenu, un bien rempli. Elles ne garantissent pas la monnaie, elles en résultent. Si, comme on voudrait le faire croire, les réserves extérieures garantissaient la monnaie, leur constitution précéderait la création monétaire. C'est exactement l'inverse qui se produit. Il suffit, pour s'en convaincre, d'examiner le cycle de formation et de diminution des réserves dans les pays africains dont les exportations dépendent pour l'essentiel de quelques produits principaux, aisément repérables, tels le cacao et le café. Lors des campagnes de commercialisation, les crédits sont alloués sous forme de monnaie fiduciaire aux banques commerciales qui peuvent ainsi, sur une base plus élargie, créer plus de leur propre monnaie qu'elles distribuent aux marketing boards dans les pays anglophones et aux exportateurs agréés chez les francophones. Ces organismes s'en servent pour payer les planteurs. La monnaie est vide. Les produits sont ensuite exportés, puis réglés en devises. La monnaie se remplit. Les exportateurs remboursent alors les banques commerciales qui, à leur tour, remboursent la banque centrale. La monnaie est détruite et le pays retombe dans ce qu'on appelle pudiquement la saison morte. Saison morte en effet. Les banques ferment le robinet du crédit parce qu'il n'y a plus, à leurs yeux, rien à financer. Pas même la production qui sera commercialisée la saison suivante. Pourtant, on voit bien que les affaires tournent pendant la saison pour tout le monde. Commerçants de tissus, cultivateurs de maïs, de macabo ou de patates douces. Il y a de la monnaie qui sollicite les affaires. Après la campagne, l'activité économique générale s'arrête. Il n'y a plus de monnaie, tandis que les réserves extérieures se gonflent. Les réserves sont donc bien la résultante de l'expansion monétaire et non sa cause. L'expert du FMI ne comprend pas ce cycle et conclut allègrement que le niveau élevé des réserves du Rwanda au cours des années 1975-1977 pourrait dégénérer en inflation. Il ne le comprend pas parce qu'il ne comprend pas que les réserves sont en fait une part de café ou de cacao conservé à l'extérieur comme n'importe quelle épargne. Un prélèvement sur la consommation intérieure. Si le système monétaire international n'était pas truqué, les réserves seraient sous forme d'autres biens comme le café ou le cacao, l'or par exemple. Mais le système est truqué. Les réserves de café sont détenues sous forme de dollars, de livres sterling ou de francs non convertibles, c'est-à-dire de biens vides. En vérité, le Rwanda prête du café aux États-Unis avec toutes les chances d'en récupérer en bien moindre quantité ultérieurement à cause de l'inflation. La logique du système monétaire international veut que les pauvres prêtent, que dis-je, donnent aux riches. Nous y reviendrons. L'expert ne comprend pas parce qu'on lui rabâche la théorie à laquelle s'accroche le directeur du département des recherches et conseiller du directeur général du FMI depuis 20 ans. La théorie dite monétariste de la balance des paiements, théorie dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est fragile. Nous verrons que son application généralisée depuis ces dernières années coûte cher à tous les pays du tiers-monde qui s'aventurent à recourir aux ressources du FMI. L'expert ne comprend pas parce qu'il sait par expérience que le passif de la banque centrale, c'est de la monnaie fiduciaire.
De même que le passif des banques commerciales, c'est de la monnaie ou de la quasi-monnaie. L'expérience est trompeuse. La contrepartie des réserves nettes de la banque centrale, c'est la contrepartie des réserves nettes, c'est tout. Ce n'est pas de la monnaie. Elle ne sert pas à faire des paiements à l'intérieur. Pareillement, la contrepartie des crédits à terme, les dépôts à terme, n'est pas de la quasi-monnaie. Un bien est monnaie ou il ne l'est pas. Ça se comprend aisément. Les dépôts à terme dans les banques leur permettent de faire du crédit à terme. Mais ce sont les crédits à vue qui permettent de faire des dépôts à vue, par nature même de la monnaie. Par conséquent, ni la contrepartie des réserves, ni les dépôts à terme n'entrent dans la composition de la masse monétaire et la notion de quasi-monnaie est dangereuse. Le lecteur n'est-il toujours pas convaincu? Voici les chiffres du FMI pour 3 pays africains exportateurs de café et de cacao. Il apparaît clairement que chaque année, les réserves extérieures atteignent leur maximum lorsque la campagne de commercialisation des produits agricoles exportables est achevée. I will show you the table later. I will read. En Côte d'Ivoire, fin mars, au Ghana, fin juin, entre parenthèses, le décalage de 3 mois entre les deux pays voisins provient des délais différents de règlement des exportations. Au Rwanda, fin décembre, 3 mois après la fin de la campagne proprement dite. Le décalage entre les chiffres du Rwanda et ceux des deux premiers s'explique par l'inversion du cycle des pluies. La saison sèche au Rwanda correspond à la saison des pluies au Ghana et en Côte d'Ivoire et inversement. Symétriquement, le cycle des crédits est à son maximum pendant la campagne et à son minimum quand les réserves sont à leur niveau maximum. Ce second aspect n'apparaît peut-être pas nettement en Côte d'Ivoire et au Ghana, où les économies sont un peu plus diversifiées et où, en tout cas, le crédit à la consommation qui s'étale sur toute l'année est plus développé. Mais en regardant de près, on voit que le rythme d'accroissement des crédits est plus élevé pendant la campagne, le semestre qui chevauche 2 années consécutives. Il est net par contre au Rwanda, maximum de crédit au 3e trimestre, saison sèche, minimum au 4e, saison des pluies. Let me show you the table we were talking about. That is the table. You can take a look. And the campaign was between 1975 to 1978. And the numbers are in billions of CFA francs for the Ivory Coast, and in millions of cedis for Ghana, and millions of Rwandan francs. So you can compare the numbers and see what the author meant. Okay. Avant d'examiner les techniques par lesquelles la monnaie est réprimée à l'intérieur, faisons le point à l'aide du schéma 2.2.
I will show it to you. It's a small picture. So the title, domaine d'efficacité de la monnaie. You see, it is a bit mathematical, but it is easy to understand. On your left, and maybe on my left, limite des possibilités maxima. And in the middle, politique d'accroissement des capacités de production et d'investissement. You see here, politique monétaire, and that is the beginning. Okay, now I continue to read, and we have the explanation later.